Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Axel Lemaire, secrétaire d'État chargé du numérique. Madame la ministre, c'est un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. D'accord. On va parler sur la musique. Non, on va vous enlever la musique, mais on peut danser aussi si vous voulez après. Bonjour à tous. Le mobile. Eh bien, le mobile, vous le savez mieux que quiconque, il est partout et il le sera plus encore demain. J'étais ce matin à une rencontre consacrée à l'Afrique. Et c'est devenu désormais un lieu commun que de citer les chiffres sur l'explosion des usages par téléphone mobile en Afrique. Le mobile va progresser d'environ 9% par an dans les 5 prochaines années, d'après une étude de la Banque mondiale. Le taux de pénétration sur le continent africain est passé de 2 personnes sur 10 il y a 10 ans à 7 personnes sur 10 aujourd'hui. J'aurais aussi pu parler de l'Inde, puisque ce taux de progression il est de 7% par an, ou de l'Asie-Pacifique de manière générale, qui est à 6%. Vous avez donc bien choisi votre métier. Et mon rôle à moi, c'est de m'assurer que les activités que vous conduisez se déroulent dans un cadre réglementaire qui soit satisfaisant. C'est celui-là, mais pas seulement. C'est aussi de vous accompagner et d'accompagner la croissance de nos entreprises numériques de manière générale en France et dans le monde. Le mobile, il change les métiers. La révolution de l'Internet mobile, c'est qu'il permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation, dans l'expérience utilisateur, qui sont les déterminants du succès dans le numérique, qui est centré sur l'usager. Dans le commerce, cela veut dire que les clients peuvent utiliser leur téléphone en magasin pour vérifier, par exemple, s'ils ne trouvent pas un article moins cher ailleurs. Ça veut dire, à l'inverse, qu'ils peuvent utiliser leur téléphone pour réserver un produit avant d'aller le chercher en magasin. Savoir passer du web to store et du store to web à une gestion qui soit omnicanal de la relation client, c'est une transformation complète du métier commercial. J'ai parlé du commerce, mais dans la publicité et le marketing, ça veut dire se poser la question de la publicité temps réel dans les apps, dans les applications, géolocalisées ou contextualisées. Par exemple, il pleut, on me propose un parapluie qui est disponible dans un magasin qui se trouve à 200 mètres. Le marché mondial de la publicité sur mobile, il était de 7 milliards de dollars en 2013. Et en France, ce marché était de 230 millions d'euros, mais il est en très forte progression, une croissance de 59% par rapport à 2012. Et vous le savez, vous en avez eu une démonstration à l'instant. Nous avons des acteurs français qui marchent très bien dans ce domaine. J'ai parlé du commerce, j'ai parlé de la publicité, du marketing. Les usages à partir du mobile aujourd'hui sont innombrables. J'aurais pu vous parler naturellement du paiement. J'aurais pu vous parler de la santé. C'était d'ailleurs l'objet de cette table ronde consacrée à l'Afrique ce matin, la e-santé, parce qu'on se rend compte que les applications sont extraordinaires, que la question fondamentale qui se pose en Afrique, qui est celle de l'accès aux soins, peut être en partie résolue grâce à la téléphonie mobile. Pour suivre les médicaments contrefaits vendus illégalement grâce à des puces identifiables par téléphone, pour faire des prédiagnostics par la télémédecine lorsque les centres de traitement se trouvent très loin des centres urbains, pour faire de la géolocalisation de données des poches d'infection de virus, par exemple. Et puis j'aurais pu aussi vous parler du mobile comme outil de connexion entre les réseaux, entre les usages personnels, les objets connectés à la maison, les usages en ville, sur le parking, les magasins, et comment s'assurer que tous ces usages en réseau soient conservés au sein d'un même outil. C'est ça aussi le téléphone mobile. Ça me fait réaliser qu'en fait, en une journée, j'ai fait à peu près tous les sujets, et en particulier les services publics. Parce que là, j'ai fait la Poste, nous sommes dans une gare, ce soir, je fais la SNCF,
Il me manque l'électricité. Oui, EDF, GDF. Il me manque EDF, GDF. Alors, que fait le gouvernement français pour soutenir des entreprises qui travaillent dans ce secteur? Eh bien, alors je vais vous parler de la French Tech, forcément. Parce que la transformation numérique, ce n'est pas, ou pas en tout cas uniquement, une affaire de recherche et développement. C'est en réalité, je crois, surtout une question de transformation des pratiques et des modèles économiques. Nous sommes très forts en recherche et développement, déjà un petit peu moins en transfert de technologie. Et pour réussir à réformer nos pratiques internes dans les entreprises et les business models, là, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Cette transformation numérique, elle n'est pas portée généralement par le haut, par des grandes structures. Elle est portée par les individus, les consommateurs, les usagers et par les entrepreneurs. Elle est impulsée partout dans le monde, en particulier par les startups qui aujourd'hui sont les acteurs économiques le plus en capacité de faire émerger des pratiques d'innovation très rapides et très agiles. C'est un peu ça. La French Tech, c'est de reconnaître cette dynamique entrepreneuriale, ce mouvement qui naît partout dans les territoires. J'ai labellisé 9 premières métropoles il y a quelques jours, du fait de la vitalité des écosystèmes constatés, dans lesquels start-up travaillent bien avec les centres académiques, les instituts de recherche, les écoles, ingénieurs, commerce, avec des jeunes de talent, qui aujourd'hui se heurtent à 2 obstacles majeurs. Le premier, c'est le manque de financement, qu'il soit public ou privé, de plus en plus privé. Et le second, c'est le manque de commandes. Là aussi, qu'elles soient publiques, et nous essayons de travailler à la politique d'achat innovante de la part de l'État et des administrations, mais aussi de la commande privée avec des pratiques de la part des grands groupes qui sont insuffisamment tournés vers les petites structures. Alors j'en viens à l'an 2 de la French Tech. Maintenant, nous venons de terminer la première année avec cette phase de labellisation. Nous entrons dans l'an 2 de la French Tech. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça sera? Je voudrais que ça soit l'année de l'innovation ouverte, que l'entrée des disrupteurs se fasse dans les citadelles des entreprises traditionnelles. Pardon si je force un peu le trait, si je caricature, s'il y a des représentants des grands groupes dans cette salle, ne m'en veuillez pas. C'est pour faire comprendre l'importance pour les plus grandes entreprises de travailler, comme c'est le cas par exemple dans la Silicon Valley, qui n'est pas en tout point un modèle pour la France, mais qui sait faire de l'innovation ouverte, l'importance pour nos entreprises de travailler en réseau. Ça passe notamment par le corporate venture. Il se trouve que par le plus grand des hasards, demain, un amendement sera défendu par le gouvernement à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour introduire un dispositif d'amortissement fiscal qui permettra aux grands groupes d'investir de manière intéressante dans les startups. Mais cette innovation ouverte, elle ne passe pas uniquement que par des possibilités d'investissement et de financement. C'est aussi de la commande, je l'ai dit. C'est aussi de la formation, c'est un accompagnement, c'est la possibilité de partir ensemble, conquérir des marchés à l'international. Bref, c'est la participation à ce qui fait la force du numérique, l'écosystème. Pour faire entrer ce même type de disruption dans l'État et dans l'administration, afin de mieux comprendre encore les enjeux qui sont les vôtres, j'ai créé un concept qui s'appelle le jeu digital. Donc chaque mois, dans un ministère, des startups viennent pitcher devant le ministre dans son secteur d'activité pour que les représentants politiques, les représentants de l'administration centrale, les acheteurs publics de l'État comprennent les enjeux et les sources de l'innovation, en particulier numérique. D'ailleurs, à Matignon, lorsqu'il s'est agi de sélectionner des entreprises particulièrement innovantes qui viendraient pitcher devant le Premier ministre Manuel Valls, eh bien, l'une d'entre elles, parmi les 6 sélectionnées, c'était une entreprise qui proposait des services de publicité sur mobile, de la publicité très sophistiquée sur des applications et non pas uniquement à l'intérieur des applications mobiles et non pas uniquement sur Internet avec des
capacité multi-support très intéressante. Donc tout cela, c'est la preuve que la révolution numérique, elle est en marche. Notre rôle, c'est non pas d'être prescripteur et de la dicter depuis un bureau à Bercy, c'est de l'accompagner. J'en viens au dernier sujet à aborder qui concerne les données personnelles et la vie privée. Vous savez mieux que quiconque que l'économie de la donnée, l'économie de la data, c'est l'économie de demain et qu'il nous appartient, Français, Européens, je crois, de manière plus globale, à définir un modèle qui soit à la fois respectueux des libertés fondamentales et de la vie privée, et en même temps très allant sur la nécessité de préserver la capacité d'innovation de manière pleine et entière. La réponse du gouvernement français, c'est d'identifier les filières stratégiques de demain. C'est par exemple le big data, c'est aussi les objets connectés. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé, c'était mardi, un challenge big data qui est animé par 5 des écosystèmes labellisés French Tech. C'est au total un budget de 60 millions d'euros qui sera mobilisé sur le programme des investissements d'avenir pour accompagner les projets innovants autour du big data en France. La politique des données, je vous ai parlé de son volet industriel au plan législatif et réglementaire, elle fera l'objet d'une actualisation dans le futur projet de loi numérique, puisque le cadre réglementaire a évolué sous l'effet de la jurisprudence de la CNIL, mais il a été défini en 1978. Depuis, il s'est passé quelques innovations technologiques qui obligent à aujourd'hui repenser ce cadre sans pour autant modifier les fondamentaux qui permettent aujourd'hui à la France à la fois d'innover, mais d'être perçu et d'offrir un cadre protecteur des données personnelles qui, à mon sens, n'est pas un frein à l'innovation, au progrès technologique, au business, mais peut-être au contraire source d'attractivité pour les consommateurs et pour les entreprises qui ont ainsi l'assurance qu'en contractant avec des entreprises françaises, leurs données personnelles sont respectées. Et puis, j'aimerais que certaines données qui présentent un caractère d'intérêt général soient plus mises en commun, voire plus mises à disposition de la collectivité, mais aussi des entrepreneurs. C'est vrai de l'énergie, du logement, des transports, de l'agriculture. Il faudrait que ces données puissent être exploitées avec à l'esprit la notion d'intérêt général. Tous ces développements ne peuvent évidemment pas se concevoir si nous ne parvenons pas à assurer à nos concitoyens un haut niveau de protection des données. Je ne crois pas que cela soit contradictoire avec l'innovation, bien au contraire. Voilà, je vous en savez un petit peu plus sur le sens de mon action. Lorsque je parle de république numérique, c'est finalement ce retour à certaines valeurs fondamentales qui ont construit notre pays, qui nous distinguent d'autres régions du monde, que j'essaie de prôner. Il s'agit pour nous de rester une république et d'être fiers de ce que nous sommes, simplement d'actualiser notre logiciel. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vous nous accordez encore quelques minutes. Est-ce que vous voulez rester debout? Est-ce que vous voulez vous asseoir? Allez, asseyons-nous. Tenez, prenez un micro. Alors, juste aborder 2-3 sujets d'actualité. On va commencer par ce fameux rapport Lemoine sur la transformation numérique qui vous a été remis il y a un peu moins d'un mois. Rapport de 330 pages qui regroupe 180 propositions pour accélérer la transformation de la France grâce au numérique. Le mobile est très largement évoqué dans ce rapport. Ce rapport met l'accent d'entrée sur l'humain qui est au centre de cette transformation. Est-ce que pour vous, c'est un point essentiel justement de ne pas oublier l'humain dans cette révolution? Naturellement. En fait, en France, nous sommes un peu schizophrènes par rapport au numérique. Souvent, il fait peur. Et il fait peur non pas aux acteurs économiques qui travaillent dans ce secteur, il fait peur aux citoyens qui ont le sentiment que, non
pas forcément sur le volet des données personnelles d'ailleurs, parce qu'il y a une certaine fatalité. En tout cas, les sondages montrent que les Français ont le sentiment que leurs données seront de toute façon utilisées et commercialisées à leur insu. Les très fortes réticences, elles sont quant à cette idée que le numérique est au service du numérique et donc que le progrès technologique est devenu une fin en soi et qu'il éloigne de l'humain. C'est tout le contraire de ce que je constate au quotidien. J'étais par exemple à l'Élysée ce matin pour célébrer l'innovation sociale et solidaire et nous avons rendu hommage aux acteurs du web social et on se rend compte à quel point les applications mobiles en particulier permettent par une innovation sociale de recréer du lien et donc de replacer l'humain au centre de la société, là où des tendances de fond avaient pu créer une distance. Justement, est-ce que vous pensez que le numérique et les technologies mobiles peuvent donner naissance, quelque part, à une nouvelle forme de capitalisme qui serait davantage fondée sur les individus et sur le partage ? Alors, il se trouve qu'à l'Élysée, nous avons pu regarder une vidéo de Jérémy Rifkin. Vous voyez ce qu'on fait à l'Élysée. Donc, je ne vais pas vous ressortir la théorie économique de Rifkin qui prône la fin du capitalisme au bénéfice de l'émergence d'une économie collaborative où finalement les coûts de production initiaux des innovations sont très forts, mais très partagés parce que supportés par la communauté, mais que finalement les bénéfices, donc le retour sur investissement, est très faible, ce qui fait qu'il n'y a plus de création de valeur, donc il n'y a plus de profit. Et donc ça serait le début de la fin du capitalisme. La réalité, c'est que je crois qu'il y a désormais place dans l'économie, et en particulier dans l'économie française, pour plusieurs formes de modèles économiques. On voit qu'un Blablacar, par exemple, arrive tout à fait à avoir un business model performant, aujourd'hui présent dans 13 pays en Europe, et pourtant fondé sur un modèle d'autopartage qui, en soi, est plus proche du gratuit que du profit. Et donc, ce qui est intéressant dans la sphère numérique, c'est que finalement, il y a plusieurs modèles économiques qui peuvent coexister, qui peuvent peut-être parfois être complémentaires. En revanche, le capitalisme à la papa, à la dure, assez autoritaire... la version 1.0, quoi. La version 1.0, voire la version fordiste au XXIe siècle, celle-là, je crois qu'elle a vocation à disparaître. Alors vous savez, ici, on s'intéresse avant tout au mobile sous toutes ses formes. Est-ce que vous pensez que le mobile peut faire, entre guillemets, descendre le numérique dans la rue, on va dire dans la vraie vie, le mettre à la portée de tous, créer une sorte de passerelle, ou au contraire abolir les barrières, les frontières entre ce qu'on appelle le offline et le online? Alors, est-ce que le numérique peut faire descendre dans la rue? Le mobile, pardon. Oui, le mobile. Spontanément, un spécialiste des affaires étrangères ou des mouvements sociaux vous dirait c'est ce qui s'est passé avec les printemps arabes. Pour autant, quand on voit aujourd'hui la situation économique des pays qui ont été concernés par ces mobilisations beaucoup entretenues sur les réseaux sociaux par une jeunesse qui voulait s'émanciper, eh bien, ça ne va pas très bien. Et au contraire, la réalité économique de ces pays est plutôt plus mauvaise après qu'avant. Pour autant, on assiste aussi à l'émergence de mobilisations citoyennes qui ont d'abord une ampleur inégalée dans l'histoire de l'humanité et donc un impact aussi étonnant. Je vous donne un exemple. La marche pour le climat, elle est sans doute pas totalement étrangère au fait que pour la première fois, la Chine a accepté d'afficher des objectifs plus ambitieux qu'auparavant de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des négociations pour la conférence COP21 qui se tiendra à Paris dans un an. Sans doute pas étrangère non plus la décision du gouvernement français de supprimer les subventions à l'industrie du charbon. Donc oui, les mobilisations citoyennes
par le mobile, du fait de leur vitesse, du fait de leur viralité, de leur potentiel de capter des telles masses et une telle multitude, de plus en plus vont avoir un effet sur les processus décisionnels. Dernière question, parce que je sais que votre temps est compté, particulièrement aujourd'hui. On va se projeter dans un avenir proche. Vous parliez de la French Tech à l'instant. Le CES démarre dans 1 mois et 2 jours à Las Vegas. D'abord, est-ce que vous y serez? Oui. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que vous y serez? J'y serai aussi, évidemment. Est-ce que vous y Pas serez? rater ça. Qui sera au CES parmi vous dans la salle? Ils sont timides, c'est pour ça, je sais qu'il y en a. Petit, non mais il faut venir avec nous. Moi, j'arrête pas de dire que la France entière sera à Las Vegas, donc vous pouvez encore prendre vos billets d'avion. Alors, votre présence, elle est évidemment symbolique, très importante. Est-ce que vous espérez emmener avec vous d'autres membres du gouvernement? Est-ce que c'est envisageable? Déjà, le monsieur avec lequel j'ai rendez-vous dans 15 minutes, qui est Emmanuel Macron, mon ministre de tutelle, j'espère qu'il pourra venir, que son agenda le lui permettra. Ce serait formidable. Ça serait très important. Et ça montrerait à quel point le gouvernement français soutient ces entreprises innovantes. Je ne sais pas vous, je ne sais pas quels sont vos retours dans l'exercice de vos activités professionnelles au quotidien, mais moi, je sens une brise, un frémissement de perception, de changement de perception, au sens où ce volontarisme qui est affiché, ce discours plus optimiste, commence à être remarqué, en particulier à l'étranger. La French Tech sont 2 petits mots, mais qui ont un effet réel dans l'impact sur l'image de notre pays. Et malheureusement, quand on lit les commentateurs étrangers, concernant le dynamisme économique de la France, il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de clichés. Et la French Tech, ça permet justement de lutter contre ces idées préconçues. Et donc, oui, je serai à Las Vegas. J'y serai avec une délégation d'entreprises très importante, la plus importante, non seulement la plus importante pour notre histoire, mais la plus importante en délégation, je crois, puisqu'il y aura plus de start-up françaises que de start-up américaines, au point que le président du CES, Monsieur Shapiro, Gary, de son petit prénom, m'a proposé d'organiser le premier soir une séance inaugurative en l'honneur de la France et de ses entreprises innovantes. Donc, non, moi, je pense que le vent tourne. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de votre passage. Merci. Lors de cette journée, c'était un plaisir de vous accueillir. Je récupère votre micro. Merci beaucoup. Et au plaisir de vous revoir à Paris ou à Las Vegas très bientôt. Bonne journée. On peut encore applaudir Axel Lemaire. Merci beaucoup.